bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour Attitude à succès. Et aujourd'hui, mon invitée, Nancy Schenk. Bonjour. Bonjour, Nancy. Bonjour. Écoute, premièrement, je veux te dire merci d'avoir accepté mon invitation. Ça, c'est très apprécié. Ça fait quelques années qu'on se connaît. On s'est croisés à plusieurs endroits. Et je suis toujours impressionnée de voir ton chemin plutôt atypique, on va se le dire. Quand je t'ai rencontré, au départ, je savais que tu avais un bac en sexologie. Oui. Puis là, on va voir comment tous les chemins mènent à Rome. Je ne sais pas comment dire ça, ou tous les chemins mènent au cimetière. Aucune idée. Mais à quelque part, ton chemin démontre les attitudes à succès que tu as, puis c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. OK. Alors, tu as fait ton bac en sexo. Oui. Et ça parle-moi de tout ton chemin, là. Mais ce qui m'a amené au bac en sexologie, c'est qu'au cégep, je me cherchais une orientation professionnelle. Je pense que j'ai pris 2 ans au moins à essayer de trouver quelque chose qui pouvait m'intéresser. J'aimais beaucoup la psychologie, mais ça ne me tentait pas nécessairement d'aller faire le doctorat pour devenir faire de la psychothérapie et tout ça. Puis là, je me disais, j'aime beaucoup les sciences humaines. En tout cas, j'ai cherché. Puis un jour, je suis tombée sur le profil du baccalauréat en sexologie, qui était un cours très multidisciplinaire, qui menait aussi avec une expérience pour monter des programmes d'éducation sexuelle. On pouvait éventuellement, à l'époque, pouvoir aller enseigner dans les écoles. On pouvait faire du social. Donc, ça m'avait intéressée. Puis je me dis, bien, avec ça, au moins, j'aurai une expérience terrain, un stage, tout ça. Donc, je me dis, après ça, on verra ce qu'on fera. Mais en tout cas, j'ai fait ça pendant... mon bac, je l'ai fait sur 5 ans parce que j'ai été obligée d'arrêter une année le stage parce que j'avais fait un burn-out. Je travaillais de nuit, j'avais des stages de jour, donc j'avais été obligée d'arrêter. Travaillante, ça... Oui. Vraiment, ça peut te qualifier. Oui, puis j'avais pas le choix parce que moi, je viens pas d'une famille très riche, j'avais pas des gros prêts étudiants. Donc, les prêts étudiants servaient à payer les cours, mais j'avais un loyer puis de la bouffe à acheter. Donc, des fois, on a mangé du spaghetti blanc, puis j'ai pas d'honte à le dire, effectivement. Mais on a continué, puis il y a toujours eu des choses qui se sont présentées quand j'en ai eu besoin. J'ai eu des amis qui m'ont aidé, des colocs. Donc, c'était bien. Fait que là, avec ton bac en sexo, t'as fait quoi? Bien, j'ai fait mon stage ici au cégep de Victoriaville quand j'ai repris le stage. J'ai même pu faire l'adjointe d'un des profs qui donne un cours sur la sexualité, psychologie de la sexualité. J'ai fait des ateliers avec des étudiants. Donc, après ça, je me suis demandé ce que je ferais. J'ai essayé d'appliquer dans différents postes. Ça ne fonctionnait pas à ce moment-là. Donc, j'avais un intérêt pour les sciences des religions que j'avais développé pendant mon baccalauréat pour compléter les cours sur 5 ans pour être à temps plein. On va déjà commencer à jaser un peu sexologie, sciences des religions. Oui. OK. Alors, ça a le rapport à... Ça a rapport, c'est la petite histoire, c'est que c'était mon 2e choix quand je me suis inscrite à l'université. Okay. Il appelait ça religiologie. Je trouvais ça intéressant comme peut-être tremplin temporaire. Mais c'est quoi ça, la religion, ça? C'est l'étude des religions et de tout phénomène d'aspect religieux. Un exemple, la soirée du hockey du samedi soir. Il y a la scène flanelle, il y a beaucoup de... La soirée du hockey du samedi soir, c'est religieux? Bien, c'est un phénomène religieux dans le sens que c'est religiologique ou de la religiosité. Ça ressemble à du religieux par l'utilisation. Les gens vont écouter leur émission. C'est comme, ils appellent ça la grand-messe. Finalement. C'est ça. La grand-messe du samedi soir. Il y a beaucoup de vocabulaire. Donc, c'est vraiment un phénomène para-religieux. Okay. Donc, ça, c'est un exemple de la vie courante. Mais on a beaucoup de rituels dans nos sociétés, mais qui ne sont plus nécessairement religieux traditionnels, mais qui sont très inspirés. Okay. Donc, c'est un petit peu ça, puis les grandes traditions religieuses aussi à travers le monde. Donc, j'ai appris des cours complémentaires et j'ai tellement aimé ça que j'ai fini par faire ma maîtrise en sciences des religions, mais un sujet qui était sexologique, mais qui était aussi en sciences des religions. OK. Bon, attends qu'on parle comme monsieur, madame, tout le monde, là. Fait que là, tu fais une maîtrise en religion avec un sujet sexologique en français, là. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une maîtrise sur une approche qui était très utilisée en développement personnel, le tantrisme. Puis c'est l'utilisation de la sexualité dans un but spirituel. À l'origine, en Inde, ça sert de moyen de développer une spiritualité d'une façon plus rapide dans la tradition hindoue.
On peut avoir un courant dans le bouddhisme qui est plus spirituel, plus méditatif. Et ça a été importé ici sous le côté un peu sexualité, un peu facile, où on se lie à l'univers et à tout ça. Puis mon mémoire, c'était plus de comparer des ouvrages pour voir est-ce que c'est vraiment la même chose ou c'est différent. Le résultat, c'est que c'est différent dans le sens que c'est pas la même approche, on fait ça plus rapidement, on n'a pas un guide nécessairement à part un livre ou un petit cours de fin de semaine, mais ça fait partie des approches un peu que les couples avec certaines expériences peuvent aller utiliser pour ajouter quelque chose, une autre dimension dans leur couple ou dans leur sexualité. OK. Là, je vais te poser une question que je pense que bien des gens ont en tête. Mm-hmm. Est-ce que c'est parce que tu es versé sur le sexe que tu prends un cours en sexologie? Non, au contraire. Ça peut être tout simplement parce que tu te questionnes sur différents aspects. Et j'avais fait au cégep des cours la biologie de la sexualité, psychologie de la sexualité, puis ça me questionnait beaucoup. C'est comme poser la question à un psychologue, pourquoi il va en psychologie? C'est parce qu'il y a un intérêt. Je peux pas dire qu'il y a personne qui veut régler des choses personnelles, mais rapidement, tu développes aussi le fait que ta vie personnelle est une chose, puis la vie professionnelle en est une autre. Sinon, tu ne deviens pas un bon professionnel. OK. Parce que de nos jours, avec tout ce qu'on entend, on s'entend que les sexologues, présentement, sont très prisés. Mm-hmm. L'éducation sexuelle, toute la partie ou la culture du viol, la banalisation du sexe et tout ça. Puis là, tu amènes ça dans un domaine, dans un phénomène religieux. Mm-hmm. Donc, c'est quand même déjà très... Très particulier. C'est parce que ce que les gens oublient, c'est que toute tradition religieuse ou spirituelle a un discours sur la sexualité. Positif, neutre ou négatif. Majoritairement, je vous dirais que c'est un peu plus négatif. Entre autres, dans le catholicisme ou dans les chrétiens, on va dire souvent que la femme, Ève, était la pécheresse parce qu'elle a donné la pomme à Adam du péché. Donc, il y a une vision négative. Mais il y a des formes de spiritualité où c'est un peu plus neutre, quelques-unes plus positives. Mais c'est plutôt rare, mais il y a toujours un discours. Et Okay. Personnellement, quand je faisais mon bac en sexologie, je disais, dans mes cours, on ne peut pas faire d'éducation sexuelle à des gens qui ne sont pas québécois de la même façon que les Québécois. Il faut connaître leur culture pour aussi comprendre les problématiques qui peuvent être liées. OK. Donc, les problématiques sexuelles qu'on rencontre présentement, ça serait, selon toi, culturel? C'est culturel en partie, c'est aussi l'hypersexualisation, tout ce qui est l'espèce de culture porno accessible à tout. Puis moi, je me souviens, par courriel, à un moment donné, j'avais eu une émission de radio, et il y avait un jeune qui m'avait écrit, puis il m'avait demandé, est-ce que le premier soir, je vais être un peu cru, est-ce que je dois faire tous les trous? C'était la question. C'est de répondre, c'est quoi qu'il veut, c'est quoi qu'il pense. Puis finalement, c'était vraiment une question pour voir, est-ce que je suis obligée? Est-ce que, là, dans un échange courriel, je me souviens d'avoir expliqué à partir de ces questions, mais aussi qu'est-ce qu'il voulait. Ça, c'était le travail d'un sexologue éducateur à l'époque. Et tout dernièrement, il y a quelques années, les sexologues ont créé un ordre professionnel dont j'ai fait partie quelques années, mais comme je ne fais pas de thérapie puis j'étais retournée aux études, bien, j'ai fait le choix de ne plus faire partie de l'ordre professionnel. De toute façon, pour faire des groupes d'information, je n'avais pas besoin. Non. On a besoin de faire partie de l'ordre si on fait de la thérapie. Et moi, c'était même pas 30 des contrats et même moins. Depuis plusieurs années, je m'étais orientée dans une animation d'autres types. Donc, c'est toujours là, c'est toujours en appui sur d'autres choses que je travaille, mais c'est pas ma majeure. OK. Fait que là, j'ai une fille qui fait un bac en sexologie, qui fait une maîtrise en religion, puis tu finis les cimetières. Oui. Alors, explique-moi comment le chemin s'est fait. Bien, le chemin s'est fait un peu par hasard, on pourrait dire. C'est que à côté, quand je suis revenue en région, j'avais commencé à faire de la photographie pour le plaisir, de toutes sortes de choses, j'ai envie de dire un peu futiles à l'époque. Puis une journée, j'étais rentrée dans le cimetière Sainte-Victoire à Victoriaville et j'avais réalisé qu'il y avait des choses intéressantes, des statues, tout ça, que je me suis mis à prendre comme sujet de photographie. Et j'avais toujours été intéressée par les symboles. Puis j'étais toute petite dans les églises, les symboles, je trouvais ça bien fascinant. Puis qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? J'ai réalisé qu'il y avait aussi des symboles là, que je me suis mis tranquillement à chercher. Puis c'est devenu une passion en quelques années. C'est devenu aussi une marque de commerce, je pense. J'ai fait des expositions de photographie. Les gens, les premiers temps, pensaient que c'était fait en Europe. Et je leur disais non, c'est à Victoriaville, c'est à Sherbrooke, c'est à telle place. Fait qu'on a quand même des monuments et des symboles historiques dans nos régions. Oui, on en a beaucoup au centre du Québec. C'est méconnu. On connaît beaucoup les grands cimetières comme le Père-Lachaise, Montparnasse à Paris. Les gens vont payer pour aller visiter, mais ils connaissent peu ce qu'on a en région.
On a des plus petits monuments, mais on a quand même des choses intéressantes. OK. Selon toi, ton attitude à succès, ça serait quoi? Je vais le dire un peu simplement, être déterminé, un peu fonceur, dans le sens que les premiers temps, je faisais des expositions, les gens avaient beaucoup de réactions négatives par rapport aux photographies prises dans les cimetières. Puis moi, je me disais, c'est pas grave, ils ont le droit de pas aimer. J'ai continué, puis ça a pris il y a une quinzaine d'années. On m'avait même dit, quelqu'un quand même d'assez connu dans la région, que ma démarche n'était pas artistique, elle était ethnologique. Et au bout d'1 heure, il m'avait dit « Ah, j'aimerais ça travailler avec toi. » En bon québécois, tu viens de m'insulter, puis là, tu veux travailler avec moi pour les connaissances que j'ai. Puis je m'étais dit un jour, je vais le montrer à tout le monde que non, c'est vraiment une démarche. Puis ça s'est concrétisé en 2015. Après 15 ans, j'ai gagné le prix du patrimoine à Culture Centre du Québec. Première personne, individu qui gagne un prix dans la catégorie patrimoine pour les visites commentées sur leur funéraire. J'étais bien contente. Bien, vraiment, félicitations. Merci. Moi, je vais te dire ce qui m'a inspiré de toi. C'est, oui, ton parcours atypique, mais comment tu vis tous tes parcours d'une façon libre. Tu sais, on parle de libre penseur, là. Mm-hmm. Moi, je pense à toi. OK. Bien, c'est sûr que quelque part, je pense peut-être aussi l'expérience. Quand j'étais jeune, j'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école primaire, secondaire. Ça s'est réglé quand j'étais au cégep. On dirait que le cégep, là, ça a été une acceptation des gens. C'est-tu que les gens étaient plus matures? Je sais pas. Mais à l'époque, l'intimidation, on n'en parlait pas. Ce que Jasmin raconte, moi, j'ai dû vivre 4-5 fois pire que ça, des bouts. Les gens avaient plutôt tendance à dire c'est elle le problème, on va y faire voir un psychologue scolaire. Et j'ai fait les démarches, mais tu sais, c'est pas ça qui changeait, c'était plutôt une attitude du milieu. Moi, j'ai passé à travers ça avec difficulté. Je peux pas dire que c'était facile, mais quelque part, ça a donné aussi un petit côté, je vais faire ce que je veux, puis regarde, les autres pensent un peu ce qu'ils veulent. C'est sûr que ça fait quelque chose quand les gens n'aiment pas ce que tu fais, là. C'est pas ça. Mais en même temps, il y a un petit côté qui dit, bof, pas grave. On continue. C'est ça, ce petit côté-là, un petit peu tête de cochon, là. On s'en va là, puis... mais en même temps flexible, parce qu'il y a beaucoup de choses ça demande de la flexibilité, comme l'animation, mais rapidement de se virer de bord puis de ramasser tout ça, là. Et là, je sais que tu es en train de faire un doctorat. Mm-hmm. Tu sais, la fille ne voulait pas faire un doctorat en psychologie, mais finalement, elle se retrouve X années plutôt en doctorat. Ça a pris 20 quelques années. Et quand j'ai fini ma maîtrise, j'étais vraiment, en bon québécois, écœurée. Et je me dis jamais je vais faire plus haut. Puis au bout de 15 ans, à peu près 15-20 ans, il s'est présenté une opportunité par hasard. Ben quoi, que le hasard existe-tu, ça, je ne sais pas. Et je participais à une recherche-action avec le Centre Emmaüs. J'avais été leur animatrice SACEC au cégep. Et il y avait une recherche-action. J'ai rencontré des gens du département des sciences religieuses et de la théologie de l'Université Laval. Puis sur l'heure du dîner, on parlait un peu de ce qu'on faisait. Puis moi, je leur raconte que je fais de la photographie, des frottis dans les cimetières. Des quoi? Des frottis. C'est quoi ça? C'est, on prend un papier, puis on vient apposer sur la pierre tombale et on vient frotter le motif. Bon, bien sûr, on fait ça sur les pierres en granit, là, parce qu'il y en a qui sont trop fragiles, pour avoir un peu le dessin. Et le doyen m'avait dit, ça doit être passionnant faire ça avec des adolescents. Bien, j'ai dit, peut-être un jour. Puis on m'a relancé à quelques reprises si j'étais intéressée à aller au doctorat. Au départ, je trouvais que c'était fou. Puis après ça, bien, ça a fait son chemin. Puis j'ai fait une rencontre, 2 rencontres. Puis finalement, j'ai été acceptée. Bien sûr, avec des cours d'appoint, parce que je ne suis pas issue de la théologie, mais d'une discipline sœur. Les sciences de religion, c'est une discipline qui est sœur, mais qui ne partage pas nécessairement le même vocabulaire. OK. Donc, ça a été la première année, a été quelque chose juste dans le vocabulaire. Mais là, tu fais ça, ça va te donner quoi? Je le fais parce que je travaille sur mes visites de cimetière. Je voulais savoir un peu ce que les gens vivaient. Je sentais qu'il se passait quelque chose de plus profond que juste une visite, c'est le fun, ou c'est touristique, ou c'est dans le tourisme noir, là, ce qu'ils appellent en anglais le dark tourism, que les gens vont chercher quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose, les questions que les gens me posaient à la fin, puis là, ça va me permettre de pouvoir savoir un petit peu ce que les gens vivent, puis peut-être éventuellement de développer autre chose, ou au moins de pouvoir positionner pourquoi les visites sont si populaires. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est anodin qu'en région, des visites dans les cimetières de la région ont attiré. Cette année, je dois approcher de 3000 personnes sur 6-7 ans.
moyenne de 50 personnes par groupe. C'est sûr que c'est souvent des groupes gratuits, mais même à ça, 50 à 70. Bien, là, ça a beau être gratuit. Moi, je suis pas sûre que j'irais prendre une marche d'un cimetière, là. Bien, c'est ça. Il y a vraiment un phénomène, puis il y a du bouche-à-oreille. C'est quoi le phénomène? Pourquoi les gens veulent ça? C'est ça que le doctorat va peut-être nous répondre. OK. Actuellement, au niveau international, il y a un gros développement des activités qui touchent à la mort, comme si dans une société moderne ou post-moderne, on n'a pas de contact avec la mort, puis c'est une façon de se l'approprier ou de se l'apprivoiser. C'est une des lignes de pensée là-dessus. C'est une façon de se toucher intérieurement parce qu'on est tout le temps dans la technologie. Il y a différentes grandes lignes dans les recherches, et surtout anglais comme recherche, un petit peu américain, pays suédois, Finlande. Mais au niveau francophone, c'est pas beaucoup développé. Donc, c'est déjà là, j'avais quelque chose de particulier. Et en plus, moi, je vais aller chercher l'expérience vécue. Donc, c'était pas touché du tout par toute la recherche en tourisme. C'est eux autres qui arrêtaient en disant, ils vivent une expérience, mais de quoi au juste, il y avait comme des schèmes généraux, mais on n'a pas vraiment un spécifique. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça va être une petite pierre dans toute la recherche. Mais ça veut dire que tu es vraiment en train de faire une différence au niveau patrimonial, puis dans notre culture, dans la culture, au centre du Québec. Oui. Parce que c'est pas quelque chose... Puis même chez les Québécois, quelque part, on n'est pas très... Notre historique, notre patrimonial, on n'est pas très là-dedans. Bien, avec les années 70, il y a beaucoup de choses, j'ai envie de dire, qui ont été jetées le bébé puis l'eau du bain. On a mis des trésors au chemin sans savoir ce que c'était. Les encanteurs, les antiquaires les ramassaient pour pas cher. Là, ça revient. Moi, j'étais lugubre, macabre, jusqu'à temps que les émissions Passion Maison qui ont sorti à télé avec le magicien. Tu étais lugubre et macabre? Oui, pour les gens. Pour les gens? Ça veut dire quoi, ça? Bien, pour eux, c'est bizarre, bien bizarre et weird d'aller dans les cimetières. On te décrivait comme ça. Bien, on sentait cette perception-là des gens. Et quand les émissions Passion Maison ont sorti, toute la revitalisation des maisons anciennes, c'est avec le magicien, je me souviens plus de son nom. Là, ça a changé. Là, je suis devenue patrimoniale. J'ai vu un regard changer. Il y a vraiment là qu'il y a un changement. OK. Mais ça s'inscrit aussi dans le courant là, mondial. C'est pas juste ici. Là. Mais j'ai trouvé ça assez particulier. C'est toujours la même fille, c'est toujours le même travail. Mais oups, est rendu patrimonial. Puis pas longtemps après, la vie a fait que j'ai développé une conférence à l'extérieur dans un cimetière. Puis ça a été bien apprécié. Donc on l'a remis à toutes les années. La ville le rajette pour justement faire connaître le patrimoine. Et autant... L'année passée, j'avais jusqu'à 40 d'un taux de retour. Cette année, j'avais 10 seulement qui l'avaient déjà fait. Donc là, je commence à rentrer dans un nouveau cycle. Donc, on va voir là, ce que ça va donner au cours des prochaines années. Un des éléments que moi m'impressionne, c'est ta capacité de pouvoir toujours avancer, toujours foncer selon ce que tu as envie, selon tes passions, parce que quelque part, ça te passionne, tout ça. Oui. C'est sûr que toute l'histoire d'intimidation quand j'étais jeune, l'autre volet, c'est qu'après 2 burn-out, d'épuisement, un pendant les études, 10 ans après, tu apprends à travailler avec tes passions. Parce que c'est la seule chose qui est un moteur qui fait que tu t'épuiseras pas, parce que tu aimes tellement ça que tu vas, en bon québécois, continuer là-dedans parce que ça te valorise et tout ça. Donc, la passion est importante. On dit souvent que quand on fait un burn-out, il y a une partie où on n'est pas sur notre X. C'est ça qui amène une obligation d'une énergie épouvantable qu'on est obligé de déployer pour pouvoir rester en déséquilibre dans notre vie. Maintenant, bien, je te dirais que la plus grande séquelle, au niveau du deuxième, je l'ai fait en 2000, donc ça va faire 18 ans, je vais m'épuiser peut-être un peu plus rapidement sur des choses qui me fatiguent. Là. Tu sais, des affaires techniques plates, j'ai envie de dire de la gestion de problématiques. J'ai travaillé beaucoup dans le communautaire, on m'appelait quand il y avait des problèmes. Ça me fatigue. Donc, à cette heure, je vais plutôt me retirer. Oui, des fois, je vais donner un conseil, mais je ne suis pas intéressée à embarquer dans ça parce que ça m'épuise. Okay. J'ai d'autres choses à faire, de bien plus intéressant que de régler les problèmes. Quoique, des fois, on va me demander un peu des avis. Puis bien, souvent, je vais référer à d'autres personnes, des fois des coachs un peu comme toi ou d'autres personnes que je connais qui sont plus capables de régler ces choses-là. Puis en même temps, bien, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Le deuxième burn-out, ça m'a amené à travailler à mon compte un peu plus, faire des animations, puis j'avais des demandes, puis quand ça m'intéressait, je le faisais. Donc, avoir une banque d'animation qui est
je pense que c'est 160 sujets différents, ce qui est complètement fou. Mais en même temps, c'était des choses qui m'étaient demandées, puis je trouvais ça le fun, puis ça m'intéressait, que je dis, bon, pourquoi pas. Mais ça, là, c'est gros ce que tu viens de dire là, parce que malgré tout, parce que, tu sais, on pourrait avoir peur de la stabilité financière, on pourrait avoir peur de... Mais toi, on dirait qu'il n'y a rien qui te fait peur. T'avances. Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu vois un sujet, ça t'intéresse, ça te passionne, tu y vas. Combien de conférences que je te rencontre partout, puis Ouais. tu es toujours très ouverte, très intéressée. Oui, puis en même temps, ça déconcerte les gens parce que la majorité des conférenciers professionnels ont quoi, 20, 25 sujets. Toi, tu arrives avec une banque, puis il y a déjà des gens, mais toi, tu es toute partout. Mais les gens n'ont pas compris encore que moi, j'ai mis rapidement des choses. Mettons, si je donne une conférence, je sais pas, tu m'engagerais pour une conférence X, je la donnerais pas de la session ailleurs. Parce qu'on est dans des petits milieux. OK. J'ai des tarifs pour groupes communautaires, mais j'ai pas des grands tarifs. Moi, je me suis déjà fait appeler, tu dois gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Non, je suis pas millionnaire. Et même il y a 3 ans, quand j'ai commencé le doctorat, je me suis cherché un temps partiel. J'ai toujours un peu travaillé à temps partiel dans différents endroits. Et j'ai réussi à avoir une job intéressante au CIUS, Centre de santé et services sociaux, du côté de Drummondville comme intervenant en soins spirituels. Puis probablement une partie... C'est quoi ça fait, c'est une intervenante en soins spirituels? C'est ce qu'ils appelaient des agentes pastorales avant. OK. Mais ils ont changé le terme pour être laïque. Et c'est l'accompagner des gens qui sont en fin de vie, accompagner des personnes aînées, les rencontrer, voir s'ils ont des besoins particuliers, est-ce qu'ils veulent aller à la messe, veulent-ils avoir la communion. Puis tranquillement, pas vite, bien, on est dans un changement aussi. Les grands aînés vont quitter, les nouveaux sont des baby-boomers, les nouvelles formes de spiritualité. Donc, je reviens avec ma maîtrise. J'ai le fondement psychosocial de la sexologie qui fait que je sais exactement quand on parle de thérapie, quand ça n'en est pas. Donc, je suis capable de Fait faire. que tu as réussi à faire un gâteau avec tout ce melting pot tellement hétéroclite, là, on va se le dire. Oui. Je veux t'offrir aujourd'hui une plante. Oh, wow! Oui. C'est un cactus, en fait, qui est tout en train de bourgeonner. Parce que le cactus, c'est une plante qui est très résiliente, puis qui fleurit même dans les terres les plus arides et malgré, peu importe la température, qui demande peu, mais qui est magnifique, même si ça demande peu. Puis je trouve que ça te ressemble. Merci. Ça fait plaisir. Ça ressemble aussi un peu à tout le volet que j'essaie de développer en art, parce que j'ai un cheminement artistique à côté, tout en intégrant l'art funéraire et la symbolique dans différentes œuvres. D'ailleurs, j'avais gagné en 2015. En même temps que je gagne le prix de culture, je gagne une bourse du CALC, du Conseil des arts du Québec, pour un projet de médiation citoyenne. Donc, ça a été une grosse année. Doctorat, un projet, un prix. Ça couronnait beaucoup de choses cette année-là. Bien, c'est fantastique. Puis là, on est rendu en 2018-2019. Où ça en est, tout ça? 4e année de doctorat. Actuellement, c'est des travaux pour finir... Comment ça dure le temps, un doctorat? J'ai 4 années de cours officiels. Après ça, c'est la rédaction. Là, ça va dépendre. Moi, je me suis donné peut-être 2 ans de rédaction si j'ai besoin de cours complémentaires pour la démarche qu'il faut que je suive. Et aussi s'il y avait un cours que je considère important par rapport à ce que j'ai à faire. La rédaction, éventuellement peut-être une publication. J'ai une idée de faire des projets parce que habituellement, quand je travaille sur un projet, c'est parce que je suis capable d'en faire 5-6 bébés avec. C'est rare que je fais une affaire pour une affaire. Souvent, si j'ai fait de la photo artistique, bien, j'ai de la photo documentaire pour l'art funéraire. Éventuellement, c'est pour faire... Je fais mes propres photos, je peux faire mes conférences. C'est vraiment tout arrimé pour que ça fonctionne. Si tu avais une attitude à succès à nommer qui t'a permis d'éclore à ce point? À part la détermination, peut être un peu fou, il faut être un peu fou des fois, là, mais c'est pas grave. La créativité, puis des fois aussi la petite voix qui nous parle. Souvent, les gens, ils l'écoutent pas, mais moi, ça, c'est quelque chose qui... À un moment donné, il y a une idée qui me vient, j'ai un petit cahier, je vais la noter. Pour pas l'oublier. À cette heure, on a des cellulaires, on peut les écrire dans nos cellulaires. Pour pas oublier ces idées-là, parce que souvent, c'est des petits trésors qui sortent... J'appelle ça l'inconscient en arrière, puis ils te renvoient des choses, puis il faut que tu les captes au bon. Puis il y a aussi avoir confiance un peu, c'est un peu fou à dire, mais la vie avec un grand V, pas nécessairement qu'on a tout un destin, mais si ça a à se faire, ça va se faire. Un peu comme le travail.
Aussi, jamais j'aurais pensé que je serais une intervenante en soins spirituels. Ça va faire 3 ans cette semaine que j'ai été engagée. Puis ça va relativement bien. J'étais à temps partiel. J'ai même commencé à donner quelques formations. Ça a été un cadeau. Parce qu'eux autres savaient ce que j'avais comme bagage. Et il y a eu une demande à un moment donné pour remplacer quelqu'un dans un comité de travail. Puis je suis devenue une des formatrices. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est, oui, tu as un parcours atypique, mais je trouve que tu donnes une toute autre définition du succès. Non, mais c'est vrai, parce que tu réussis plein de choses, tu es vraiment inspirante, puis tu accomplis des affaires que jamais, quand on te rencontre, jamais on penserait que tu as tout ce bagage-là en arrière de toi et en toi, puis que tu as accompli autant. Vraiment, c'est gros ce que tu fais, là. Oui, puis c'est peut-être aussi, même dans l'habillement, c'est souvent bien simple. Puis il y a eu des fois où il y a des gens qui m'ont fait des commentaires. Je faisais pas assez madame. Puis je trouvais ça très drôle parce que, tu sais, c'est pas juste l'habillement. Moi, je crois beaucoup plus que c'est ce que tu es dans ce que tu es, dans cette espèce de congruence-là que les gens vont le sentir. Puis il y a même des gens que je rencontre au travail, ils me disent « Je sais pas, mais à toi, j'ai envie d'en parler. » Puis là, je fais des jokes, puis je leur dis toujours « Ça doit te marquer dans mon aura. » Parce qu'il faut démystifier rapidement. Ça clique ou ça clique pas. Ouais. Donc, il y a quelque chose de chimique dans Patente. Hein? Oui. Puis les gens sentent que je me prends pas pour un autre. Puis je me souviens d'une formation la première année, puis il y avait un intervenant avec beaucoup d'années d'expérience qui disait « Tes valises, tu les laisses dans le bureau. Toutes tes connaissances, tu arrives avec toi. Ton outil principal, c'est toi. » C'est vrai. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai eu le privilège, qui a été toujours un plaisir, de te rencontrer, je sais que j'ai rencontré toi. Et qu'on a toujours eu des conversations qui étaient très intègres et très vraies. Oui. Puis j'ai toujours beaucoup apprécié. Mais sache que ton parcours m'impressionne. Puis je suis toujours plein de questionnements, de dire hey, c'est incroyable, là, elle a passé par là, puis elle s'en va là. Puis un gros merci. Bien, merci. Vraiment, j'apprécie énormément. Puis ça a été une très belle rencontre. Et juste avoir des compliments de Lise, ça fait beaucoup de plaisir aujourd'hui. Parce qu'on s'entend que toi aussi, tu as tout un cheminement. Merci, Téphine. Alors, à la maison, je vous dis à la semaine prochaine.